Je vous souhaite une excellente année 2026. Elle va être extraordinaire, j'en suis certain. Bon, le monde n'est pas à son meilleur, mais je suis sûr que collectivement on va trouver des solutions pour arranger tout ça. Et je suis sûr aussi que grâce aux lectures, aux petites lectures de grands classiques, on va pouvoir élever comme ça, de manière subtile, notre niveau d'humanité. Et comme je suis en retard sur absolument tout, c'est un espèce de bilan de l'année 2026 qui est, on va dire, catastrophique. Parce que, alors catastrophique, ce n'est pas catastrophique, c'est juste du travail en retard. Je suis en retard sur absolument tout, je suis en retard sur mes lectures. Ça fait bien longtemps que j'aurais dû terminer la lecture de Manon Lescaut. Et d'autres lectures, bien entendu. La musique. Je suis en retard, je n'arrive pas à mixer à la vitesse où je voudrais, puisque les morceaux de toute façon existent depuis bien longtemps, depuis des années. L'année 2026, pour moi, va être l'année où je rattrape tout ça, où je trouve ma vitesse de croisière, et puis bon, tant pis si personne ne regarde les vidéos, ce n'est pas tant le propos. L'idée, c'est d'avoir une espèce de logique quotidienne qui me permette chaque jour, chaque soir, chaque moment où je peux avoir le temps de produire des choses comme ça. Mais je parle tout seul devant une caméra et c'est très bizarre. Bon. Je tournais de là chez Monsieur de T. Je n'eus point de réserve avec lui. Je lui fis l'exposition de mes malheurs et de mes peines. Il en savait déjà jusqu'aux moindres circonstances par le soin qu'il avait eu de suivre l'aventure du jeune G.M. Il m'écouta néanmoins et il me plaignit beaucoup. Lorsque je lui demandai ses conseils sur les moyens de délivrer Manon, il me répondit tristement qu'il y voyait si peu de jours qu'à moins d'un secours extraordinaire du ciel, il fallait renoncer à l'espérance qu'il avait passée exprès à l'hôpital depuis qu'elle y était enfermée, qu'il n'avait pu obtenir lui-même la liberté de la voir, que les ordres du lieutenant général de police étaient de la dernière rigueur et que, pour comble d'infortune, la malheureuse bande où elle devait entrer était destinée à partir le surlendemain du jour où nous étions. J'étais si consterné de son discours qu'il eût pu parler 1 heure sans que j'eusse pensé à l'interrompre. Il continua de me dire qu'il ne m'était point allé voir au Châtelet pour se donner plus de facilité à me servir lorsqu'on le croirait sans liaison avec moi, que depuis quelques heures que j'en étais sorti, il avait eu le chagrin d'ignorer où je m'étais retiré et qu'il avait souhaité de me voir promptement pour me donner le seul conseil dont il semblait que je pusse espérer du changement dans le sort de Manon, mais un conseil dangereux auquel il me priait de cacher éternellement qu'il eût part. C'était de choisir quelques braves qui eussent le courage d'attaquer les gardes de Manon lorsqu'il serait sorti de Paris avec elle. Il n'attendit point que je lui parlasse de mon indigence. « Voilà 100 pistoles, me dit-il, en me présentant une bourse, qui pourront vous être de quelque usage. Vous me les remettrez lorsque la fortune aura rétabli vos affaires. » Il ajouta que, si le soin de sa réputation lui eût permis d'entreprendre lui-même la délivrance de ma maîtresse, il m'eût offert son bras et son épée. Cette excessive générosité me toucha jusqu'aux larmes. J'employais pour lui marquer ma reconnaissance toute la vivacité de mon affliction me laissait de reste. Je lui demandais s'il n'y avait rien à espérer par la voie des intercessions auprès du lieutenant général de police. Il me dit qu'il y avait pensé, mais qu'il croyait cette ressource inutile parce qu'une grâce de cette nature ne pouvait se demander sans motif et qu'il ne voyait pas bien quel motif on pouvait employer pour se faire un intercesseur d'une personne grave et puissante, que si l'on pouvait se flatter de quelque chose de ce côté-là, ce ne pouvait être qu'en faisant changer de sentiment à M. de G.M. et à son père, et en les engageant à prier eux-mêmes monsieur le lieutenant général de police de révoquer sa sentence.
Il m'offrit de faire tous ses efforts pour gagner le jeune GM, quoiqu'il le crût un peu refroidi à son égard par quelques soupçons qu'il avait conçus de lui à l'occasion de notre affaire, et il m'exhorta à ne rien omettre de mon côté pour fléchir l'esprit de mon père. Ce n'était pas une légère entreprise pour moi. Je ne dis pas seulement par la difficulté que je devais naturellement trouver à le convaincre, mais par une autre raison qui me faisait même redouter ses approches. Je m'étais dérobé de son logement contre ses ordres, et j'étais fort résolu de n'y pas retourner depuis que j'avais appris la triste destinée de Manon. J'appréhendais avec sujet qu'il ne me fît retenir malgré moi, et qu'il ne me reconduisit de même en province. Mon frère aîné avait usé autrefois de cette méthode. Il est vrai que j'étais devenu plus âgé, mais l'âge est une faible raison contre la force. Cependant, je trouvais une voie qui me sauvait du danger. C'était de le faire appeler dans un endroit public et de m'annoncer à lui et de m'annoncer à lui sous un autre nom. Je pris aussitôt ce parti. Monsieur de T s'en alla chez GM et moi au Luxembourg, d'où j'envoyai avertir mon père qu'un gentilhomme de ses serviteurs était à l'attendre. Je craignais qu'il n'eût quelque peine à venir parce que la nuit approchait. Il parut néanmoins peu après, suivi de son laquais. Je le priai de prendre une allée où nous puissions être seuls. Nous fîmes 100 pas, pour le moins sans parler. Il s'imaginait bien, sans doute, que tant de préparations ne s'étaient pas faites sans un dessein d'importance. Il attendait ma harangue, et je la méditais. Enfin, j'ouvris la bouche. « Monsieur, lui dis-je en tremblant, vous êtes un bon père. Vous m'avez comblé de grâce et vous m'avez pardonné un nombre infini de fautes. Aussi, le ciel m'est-il témoin que j'ai pour vous tous les sentiments du fils le plus tendre et le plus respectueux, mais il me semble que votre rigueur, eh bien, ma rigueur, interrompit mon père, qui trouvait sans doute que je parlais lentement pour son impatience. Ah, monsieur, repris-je, il me semble que votre rigueur est extrême dans le traitement que vous avez fait à la malheureuse Manon. Vous vous en êtes rapporté à monsieur de GM, sa haine vous l'a représenté sous les plus noires couleurs. Vous vous êtes formé d'elle une affreuse idée. Cependant, c'est la plus douce et la plus aimable créature qui fut jamais. Que n'a-t-il plu au ciel de vous inspirer l'envie de la voir un moment? Je ne suis pas plus sûr qu'elle est charmante que je le suis qu'elle vous l'aurait paru. Vous auriez pris parti pour elle, vous auriez détesté les noirs artifices de GM, vous auriez eu compassion d'elle et de moi. Hélas, j'en suis sûr. Votre cœur n'est pas insensible, vous vous seriez laissé attendrir. Il m'interrompit encore, voyant que je parlais avec une ardeur qui ne m'aurait pas permis de finir si tôt. Il voulut savoir à quoi j'avais dessein d'en venir par un discours si passionné. « À vous demander l'avis, répondis-je, que je ne puis conserver un moment si Manon part une fois pour l'Amérique. Non, non, me dit-il d'un ton sévère. J'aime mieux te voir sans vie que sans sagesse et sans honneur. N'allons donc pas plus loin, m'écriai-je en l'arrêtant par le bras. Ôtez-la moi, cette vie odieuse et insupportable, car dans le désespoir où vous me jetez, la mort sera une faveur pour moi. C'est un présent digne de la main d'un père. Je ne te donnerai que ce que tu mérites, répliqua-t-il. Je connais bien des pères qui n'auraient pas attendu si longtemps pour être eux-mêmes tes bourreaux, mais c'est ma bonté excessive qui t'a perdu. Je me jetai à ses genoux. Ah, s'il vous en reste encore, lui dis-je en les embrassant, ne vous endurcissez donc pas contre mes pleurs, songez que je suis votre fils. Hélas, souvenez-vous de ma mère, vous l'aimiez si tendrement, auriez-vous souffert
qu'on l'eût arraché de vos bras, vous l'auriez défendu jusqu'à la mort. Les autres n'ont-ils pas un cœur comme vous? Peut-on être barbare après avoir une fois éprouvé ce que c'est que la tendresse et la douleur? Ne me parle pas davantage de ta mère, reprit-il d'une voix irritée. Ce souvenir échauffe mon indignation. Tes désordres la feraient mourir de douleur s'il eût assez vécu pour les voir. Finissons cet entretien, ajouta-t-il. Il m'importune et ne me fera point changer de résolution. Je retourne le logis et je t'ordonne de me suivre. Le ton sec et dur avec lequel il m'intima cet ordre me fit trop comprendre que son cœur était inflexible. Je m'éloignais de quelques pas dans la crainte qu'il ne me prît envie de m'arrêter de ses propres mains. N'augmentez pas mon désespoir, lui dis-je, en me forçant de vous désobéir. Il est impossible que je vous suive. Il ne l'est pas moins que je vive après la dureté avec laquelle vous me traitez. Ainsi, je vous dis un éternel adieu. Ma mort, que vous apprendrez bientôt, ajoutai-je tristement, vous fera peut-être reprendre pour moi des sentiments de père. Comme je me retournais pour le quitter, « Tu refuses donc de me suivre » s'écria-t-il avec une vive colère. « Va, cours à ta perte. Adieu, fils ingrat et rebelle. Adieu, lui dis-je dans mon transport. Adieu, père, barbare et dénaturé. » Je sortis aussitôt du Luxembourg. Je marchais dans les rues comme un furieux jusqu'à la maison de Monsieur de T. Je levai en marchant les yeux et les mains pour invoquer toutes les puissances célestes. « Oh, ciel !» disais-je, « serez-vous aussi impitoyable que les hommes? Je n'ai plus de secours à attendre que de vous. Je n'ai plus de secours à attendre que de vous. » Monsieur de T n'était point encore retourné chez lui, mais il revint après que j'y lui attendu quelques moments. Sa négociation n'avait pas réussi mieux que la mienne. Il me le dit d'un visage abattu. Le jeune G.M., quoique moins irrité que son père contre Manon et contre moi, n'avait pas voulu entreprendre de le solliciter en notre faveur. Il s'en était défendu par la crainte qu'il avait lui-même de ce vieillard vindicatif qui s'était déjà fort emporté contre lui en lui reprochant ses desseins de commerce avec Manon. Il ne me restait donc que la voie de la violence telle que M. de T m'en avait tracé le plan. J'y réduisis toutes mes espérances. Elles sont bien incertaines, lui dis-je, mais la plus solide et la plus consolante pour moi est celle de périr, du moins, dans l'entreprise. Je le quittai en le priant de me secourir par ses vœux, et je ne pensais plus qu'à m'associer des camarades à qui je pusse communiquer une étincelle de mon courage et de ma résolution. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Le premier qui s'offrit à mon esprit fut le même garde du corps que j'avais employé pour arrêter G.M. J'avais dessein aussi d'aller passer la nuit dans sa chambre, n'ayant pas eu l'esprit assez libre pendant l'après-midi pour me procurer un logement. Je le trouvai seul. Il eut de la joie de me voir sorti du Châtelet. Il m'offrit affectueusement ses services. Je lui expliquai ce qu'il pouvait me rendre. Il avait assez de bon sens pour en apercevoir toutes les difficultés, mais il fut assez généreux pour entreprendre de les surmonter. Nous employâmes une partie de la nuit à raisonner sur mon dessein. Il me parla des 3 soldats aux gardes, dont il s'était servi dans la dernière occasion comme de 3 braves à l'épreuve. Monsieur de T m'avait informé exactement du nombre des archers qui devaient conduire Manon. Il n'était que 6. 5 hommes hardis et résolus suffisaient pour donner l'épouvante à ces misérables qui ne sont point capables de se défendre honorablement lorsqu'ils peuvent éviter le péril du combat par une lâcheté. Comme je ne manquais point d'argent,
Le garde du corps me conseilla de ne rien épargner pour assurer le succès de notre attaque. Il nous faut des chevaux, me dit-il, avec des pistolets, et chacun notre mousqueton. Je me charge de prendre demain le soin de ces préparatifs. Il faudra aussi 3 habits communs pour nos soldats, qui n'oseraient paraître dans une affaire de cette nature avec l'uniforme du régiment. Je lui mis entre les mains les 100 pistoles que j'avais reçues de Monsieur de T. Elles furent employées le lendemain jusqu'au dernier sol. Les 3 soldats passèrent en revue devant moi. Je les animais par de grandes promesses pour leur ôter toute défiance. Je commençais par leur faire présent à chacun de 10 pistoles. Le jour de l'exécution étant venu, j'en envoyai un de grand matin à l'hôpital pour s'instruire par ses propres yeux du moment auquel les archers partiraient avec leur proie. Quoique je n'eusse pris cette précaution que par un excès d'inquiétude et de prévoyance, il se trouva qu'elle avait été absolument nécessaire. J'avais compté sur quelques fausses informations qu'on m'avait données sur leur route, et m'étant persuadé que c'était à La Rochelle que cette déplorable troupe devait être embarquée, j'aurais perdu mes peines à attendre sur le chemin d'Orléans. Cependant, je fus informé par le rapport du soldat aux gardes qu'elle prenait le chemin de Normandie, et que c'était du Havre de Grâce qu'elle devait partir pour l'Amérique. Nous nous rendîmes aussitôt à la porte Saint-Honoré, observant de marcher par des rues différentes. Nous nous réunîmes au faubourg. Nous nous réunîmes au bout du faubourg. Nos chevaux étaient frais. Nous ne tardâmes point à découvrir les 6 gardes et les 2 misérables voitures que vous vîtes à Passy il y a 2 ans. Ce spectacle faillit de m'ôter la force et la connaissance. « Oh, fortune, m'écriai-je, fortune cruelle! Accorde-moi ici, du moins, la mort ou la victoire. » Nous tâmes conseil un moment sur la manière dont nous ferions notre attaque. Les archers n'étaient guère plus de 400 pas devant nous, et nous pouvions les couper en passant au travers d'un petit champ autour duquel le grand chemin tournait. Le garde du corps fut d'avis de prendre cette voie pour les surprendre en fondant tout d'un coup sur eux. J'approuvais sa pensée. Et je fus le premier à piquer mon cheval. Mais la fortune avait rejeté impitoyablement mes vœux. Les archers, voyant 5 cavaliers accourir vers eux, ne doutèrent point que ce ne fût pour les attaquer. Ils se mirent en défense, en préparant leurs baïonnettes et leurs fusils d'un air assez résolu. Cette vue, qui ne fit que nous animer, le garde du corps et moi, ôta tout d'un coup le courage à nos 3 lâches compagnons. Ils s'arrêtèrent comme de concert, et s'étant dit entre eux quelques mots que je n'entendis point, ils tournèrent la tête de leurs chevaux pour reprendre le chemin de Paris, à bride abattue. « Dieu, me dit le garde du corps, qui paraissait aussi éperdu que moi de cette infâme désertion, qu'allons-nous faire? Nous ne sommes que 2. J'avais perdu la voix de fureur et d'étonnement. Je m'arrêtais, incertain si ma première vengeance ne devait pas s'employer à la poursuite et au châtiment des lâches qui m'abandonnaient. Je les regardais fuir et je jetais leurs yeux de l'autre côté sur les archers. S'il m'eût été possible de me partager, j'aurais fendu tout à la fois sur les 2 objets de ma rage. Je les dévorais tous ensemble. Le garde du corps, qui jugeait de mon incertitude par le moment égaré de mes yeux, me pria d'écouter son conseil. N'étant que 2, me dit-il, il y aurait de la folie à attaquer 6 hommes aussi bien armés que nous et qui paraissent nous attendre de pied ferme. Il faut retourner à Paris et tâcher de réussir mieux que le choix de nos braves. Et tâcher de réussir mieux dans le choix de nos braves. Les archers ne sauraient faire de grandes journées avec 2 pesantes voitures. Nous les rejoindrons demain sans peine.
Je fis un moment de réflexion sur ce parti, mais ne voyant de tous côtés que des sujets de désespoir, je pris une résolution véritablement désespérée. Ce fut de remercier mon compagnon de ses services, et loin d'attaquer les archers, je résolus d'aller, avec soumission, les prier de me recevoir dans leurs troupes pour accompagner Manon avec eux jusqu'au havre de grâce, et passer ensuite au-delà des mers avec elle. Tout le monde me persécute ou me trahit, dis-je au garde du corps. Je n'ai plus de fonds à faire sur personne, je n'attends plus rien, ni de la fortune, ni de secours des hommes. Mes malheurs sont au comble. Il ne me reste plus qu'à m'y soumettre. Ainsi, je ferme les yeux à toute espérance. Puisse le ciel récompenser votre générosité. Adieu, je vais aider mon mauvais sort à consommer ma ruine en y courant moi-même volontairement. Il fit inutilement ses efforts pour m'engager à retourner à Paris. Je le priai de me laisser suivre mes résolutions et de me quitter sur le champ, de peur que les archers ne continuassent de croire que notre dessein était de les attaquer. J'allais seul vers eux, d'un pas lent et le visage si consterné, qu'ils ne durent rien trouver d'effrayant dans mes approches. Ils se tenaient néanmoins en défense. « Rassurez-vous, messieurs, leur dis-je, en les abordant. Je ne vous apporte point la guerre, je viens vous demander des grâces. » Je les priais de continuer leur chemin sans défiance, et je leur appris en marchant les faveurs que j'attendais d'eux. Ils consultèrent ensemble de quelle manière ils devaient recevoir cette ouverture. Le chef de la bande prit la parole pour les autres. Il me répondit que les ordres qu'ils avaient de veiller sur leur captive étaient d'une extrême rigueur, que je lui paraissais néanmoins que je leur paraissais néanmoins si joli homme, que lui et ses compagnons se relâcheraient un peu de leur devoir, mais que je devais comprendre qu'il fallait qu'il m'en coûtât quelque chose. Il me restait environ 15 pistoles. Je leur dis naturellement en quoi consistait le fond de ma bourse. Eh bien, me dit l'archer, nous en userons généreusement. Il ne vous coûtera qu'un écu par heure pour entretenir celle de nos filles qui vous plaira le plus. C'est le prix courant de Paris. Je ne leur ai pas parlé de Manon en particulier parce que je n'avais pas dessein qu'ils connussent ma passion. Ils s'imaginèrent d'abord que ce n'était qu'une fantaisie de jeune homme qui me faisait chercher un peu de passe-temps avec ces créatures, mais lorsqu'ils crurent s'être aperçus que j'étais amoureux, ils augmentèrent tellement le tribut que ma bourse se trouva épuisée en partant de Mantes, où nous avions couché le jour où nous arrivâmes à Passy. Vous dirai-je, quel fut le déplorable sujet de mes entretiens avec Manon pendant cette route, ou quelle impression sa vue fit sur moi lorsque j'eus obtenu des gardes la liberté d'approcher de son chariot. Ah, les expressions ne rendent jamais qu'à demi les sentiments du cœur. Mais figurez-vous, ma pauvre maîtresse, enchaînée par le milieu du corps, assise sur quelques poignées de paille, la tête appuyée languissamment sur un côté de la voiture, le visage pâle et mouillé d'un ruisseau de larmes qui se faisait un passage au travers de ses paupières, quoiqu'elle eût continuellement les yeux fermés. Elle n'avait pas même eu la curiosité de les ouvrir lorsqu'elle avait entendu le bruit de ses gardes qui craignaient d'être attaqués. Son linge était sale et dérangé, ses mains délicates exposées à l'injure de l'air. Enfin, tout se composait charmant, cette figure capable de ramener l'univers à l'idolâtrie paraissait dans un désordre et un abattement inexprimable. J'employai quelque temps à la considérer en allant à cheval à côté du chariot.
J'étais si peu à moi-même que je fus sur le point plusieurs fois de tomber dangereusement. Mes soupirs et mes exclamations fréquentes m'attirèrent d'elle quelques regards. Elle me reconnut, et je remarquai que, dans le premier mouvement, elle tenta de se précipiter hors de la voiture pour venir vers moi, mais étant retenue par sa chaîne, elle retomba dans sa première attitude. Je priai les archers d'arrêter un moment par compassion. Ils y consentirent par avarice. Je quittai mon cheval pour m'asseoir auprès d'elle. Elle était si languissante et si affaiblie qu'elle fut longtemps sans pouvoir se servir de sa langue ni remuer de ses mains. Je les mouillais pendant ce temps-là de mes pleurs et, ne pouvant proférer moi-même une seule parole, nous étions l'un et l'autre dans une des plus tristes situations dont il y ait jamais eu d'exemple. Nos expressions ne le firent pas moins lorsque nous eûmes retrouvé la liberté de parler. Manon parla peu. Il semblait que la honte et la douleur eussent altéré les organes de sa voix. Le son en était faible et tremblant. Elle me remercia de ne l'avoir pas oublié et de la satisfaction que je lui accordais, dit-elle en soupirant, de me voir du moins encore une fois et de me dire le dernier adieu. Mais lorsque je lui assurai que rien n'était capable de me séparer d'elle et que j'étais disposé à la suivre jusqu'à l'extrémité du monde pour prendre soin d'elle, pour la servir, pour l'aimer et pour attacher inséparablement ma misérable destinée à la sienne, cette pauvre fille se livra à des sentiments si tendres et si douloureux que j'appréhendais quelque chose pour sa vie d'une si violente émotion. Tous les mouvements de son âme semblaient se réunir dans ses yeux. Elle se tenait fixée sur moi. Quelquefois, elle ouvrait la bouche sans avoir la force d'achever quelques mots qu'elle commençait. Il lui en échappait néanmoins quelques-uns. C'étaient des marques d'admiration sur mon amour, de tendres plaintes de son excès, des doutes qu'elle put être assez heureuse pour m'avoir inspiré une passion si parfaite, des instances pour me faire renoncer au destin de la suivre et chercher ailleurs un bonheur digne de moi, qu'elle me disait que je ne pouvais espérer avec elle. En dépit du plus cruel de tous les sorts, je trouvais ma félicité dans ses regards et dans la certitude que j'avais de son affection. J'avais perdu, à la vérité, tout ce que le reste des hommes estiment. Mais j'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais. Vivre en Europe, vivre en Amérique. Que m'importait-il en quel endroit vivre si j'étais sûr d'y être heureux en y vivant avec ma maîtresse? Tout l'univers n'était-il pas la patrie de deux amants fidèles? Ne trouve-t-il pas l'un dans l'autre père, mère, parents, amis, richesse et fidélité, et félicité, bien sûr, félicité. Si quelque chose me causait de l'inquiétude, c'était de craindre de voir Manon exposée aux besoins de l'indigence. Je me supposais déjà avec elle dans une région inculte et habitée par des sauvages. Je suis bien sûr, disais-je, qu'il ne saurait y en avoir d'aussi cruel que G.M. et son père. Ils nous laisseront du moins vivre en paix. Si la relation qu'on en fait sont fidèles, ils suivent les lois de la nature. Ils ne connaissent ni les fureurs de l'avarice qui possède G.M., ni les idées fantastiques de l'honneur qui m'ont fait un ennemi de mon père. Ils ne troubleront moins deux amants qu'ils verront vivre avec autant de simplicité qu'eux. J'étais donc tranquille de ce côté-là, mais je ne me formais point des idées romanesques par rapport aux besoins communs de la vie. J'avais éprouvé trop souvent qu'il y a des nécessités insupportables, surtout pour une fille délicate qui est accoutumée à une vie commode et abondante. J'étais
J'étais au désespoir d'avoir épuisé inutilement ma bourse, et que le peu d'argent qui me restait fut encore sur le point de m'être ravi par la friponnerie des archers. Je concevais qu'avec une petite somme, j'aurais pu espérer non seulement de me soutenir quelque temps contre la misère en Amérique, où l'argent était rare, mais d'y former même quelque entreprise pour un établissement durable. Cette considération me fit naître la pensée d'écrire à Tiberge, que j'avais toujours trouvé si prompte à m'offrir les secours de l'amitié. J'écrivis dès la première ville où nous passâmes. Je ne lui apportai point d'autre motif que le pressant besoin dans lequel je prévoyais que je me trouverais au Havre de Grâce, où je lui confessais que j'étais allé conduire Manon. Je lui demandai 100 pistoles. « Faites-les-moi tenir au Havre, lui disais-je par le maître de la poste. Vous voyez bien que c'est la dernière fois que j'importune. Vous voyez bien que c'est la dernière fois que j'importune votre affection et que ma malheureuse maîtresse m'étant enlevée pour toujours, je ne puis la laisser partir sans quelque soulagement qui adoucisse son sort et mes mortels regrets. » Les archers devinrent si intraitables lorsqu'ils eurent découvert la violence de ma passion que, redoublant continuellement le prix de leur moindre faveur, ils me réduisirent bientôt à la dernière indigence. L'amour d'ailleurs ne me permettait guère de ménager ma bourse. Je m'oubliais du matin au soir près de Manon. Ce n'était plus par heure que le temps m'était mesuré, c'était par la longueur entière des jours. Enfin, ma bourse étant tout à fait vide, je me trouvais exposé aux caprices et à la brutalité de si misérables qui me traitaient avec une hauteur insupportable. Vous en fûtes témoin à Passy. Votre rencontre fut un heureux moment de relâche qui me fut accordé par la fortune. Votre pitié, à la vue de mes peines, fut ma seule recommandation auprès de votre cœur généreux. Le secours que vous m'accordâtes libéralement servit à me faire gagner le Havre, et les archers tinrent leurs promesses avec plus de fidélité que je ne l'espérais. Et nous arrivâmes au Havre. J'allai d'abord à la poste. Tiberge n'avait point eu le temps de me répondre. Je m'informais exactement quel jour je pouvais attendre sa lettre. Elle ne pouvait arriver que 2 jours après, et par une étrange disposition de mon mauvais sort, il se trouva que notre vaisseau devait partir le matin de celui auquel j'attendais l'ordinaire. Je ne puis vous représenter mon désespoir. Quoi, m'écriai-je, dans le malheur même, il faudra toujours que je sois distingué par des excès. Manon répondit, « Hélas, une vie si malheureuse mérite-t-elle le soin que nous en prenons? Mourons au Havre, mon cher chevalier. Que la mort finisse tout d'un coup nos misères. Irons-nous les traîner dans un pays inconnu où nous devons nous attendre sans doute à d'horribles extrémités, puisqu'on a voulu m'en faire un supplice? Mourons, me répéta-t-elle, ou du moins, donne-moi la mort, et va chercher un autre sort dans les bras d'une amante plus heureuse. Non, non, lui dis-je, c'est pour moi un sort digne d'envie que d'être malheureux avec vous. Son discours me fit trembler. Je jugeais qu'elle était accablée de tous les maux. Je m'efforçais de prendre un air si tranquille pour lui ôter ces funestes pensées de mort et de désespoir. Je résolus de tenir la même conduite à l'avenir, et j'ai éprouvé dans la suite que rien n'est plus capable d'inspirer du courage à une femme que l'intrépidité d'un homme qu'elle aime. Lorsque j'eus perdu l'espérance de recevoir du secours de Tiberge, je vendis mon cheval. L'argent que j'en tirai, joint à ce qui me restait encore de vos libéralités, me composa la petite somme de 17 pistoles.
J'en employais 7 à l'achat de quelques soulagements nécessaires à Manon, et je serrais les 10 autres avec soin, comme le fondement de notre fortune et de nos espérances en Amérique. Je n'eus point de peine à me faire recevoir dans le vaisseau. On cherchait alors de jeunes gens qui fussent disposés à se joindre volontairement à la colonie. Le passage et la nourriture me furent accordés gratis. La poste de Paris devant partir le lendemain, j'y laissai une lettre pour Tiberge. Elle était touchante et capable de l'attendrir sans doute au dernier point, puisqu'elle lui fit prendre une résolution qui ne pouvait venir que d'un fond infini de tendresse et de générosité pour un ami malheureux. Nous mîmes à la voile. Le vent ne cessa point de nous être favorable. J'obtins du capitaine un lieu à part pour Manon et pour moi. Il eut la bonté de nous regarder d'un autre œil que le commun de nos misérables associés. Je l'avais pris en particulier dès le premier jour, et pour m'attirer de lui quelques considérations, je lui avais découvert une partie de mes infortunes. Je ne crus pas me rendre coupable d'un mensonge honteux en lui disant que j'étais marié à Manon. Il feignit de le croire, et il m'accorda sa protection. Nous en reçûmes des marques pendant toute la navigation. Il eut soin de nous faire nourrir honnêtement, et les égards qu'il eut pour nous servirent à nous faire respecter des compagnons de notre misère. J'avais une attention continuelle à ne pas laisser souffrir la moindre incommodité à Manon. Elle le remarquait bien, et cette vue, jointe au vif ressentiment de l'étrange extrémité où je m'étais réduit pour elle, la rendait si tendre et si passionnée, si attentive aussi à mes plus légers besoins, que c'était entre elle et moi une perpétuelle émulation de service et d'amour. Je ne regrettais point l'Europe. Au contraire, plus nous avancions vers l'Amérique, plus je sentais mon cœur s'élargir et devenir tranquille. Si j'eusse pu m'assurer de n'y pas manquer des nécessités absolues de la vie, j'aurais remercié la fortune d'avoir donné un tour si favorable à nos malheurs. Après une navigation de 2 mois, nous abordâmes enfin au rivage. Ah là 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 là, je la refais. Après une navigation de 2 mois, nous abordâmes enfin au rivage désiré. Le pays ne nous offrit rien d'agréable à la première vue. C'étaient des campagnes stériles et inhabitées, où l'on voyait à peine quelques roseaux et quelques arbres dépouillés par le vent. Nulle trace d'hommes ni d'animaux. Cependant, le capitaine ayant fait tirer quelques pièces de notre artillerie, nous ne fûmes pas longtemps sans apercevoir une troupe de citoyens de la Nouvelle-Orléans qui s'approchèrent de nous avec de vives marques de joie. Nous n'avions pas découvert la ville. Elle était cachée de ce côté-là par une petite colline. Nous fûmes reçus comme des gens descendus du ciel. Ces pauvres habitants s'empressaient pour nous faire 1000 questions sur l'état de la France et sur les différentes provinces où ils étaient nés. Ils nous embrassaient comme leurs frères et comme de chers compagnons qui venaient partager leur misère et leur solitude. Nous prîmes le chemin de la ville avec eux, et nous fûmes surpris de découvrir, en avançant, que ce qu'on nous avait vanté jusqu'alors comme une bonne ville n'était qu'un assemblage de quelques pauvres cabanes. Elles étaient habitées par 500 ou 600 personnes. La maison du gouverneur nous parut un peu distinguée par sa hauteur et par sa situation. Elle était défendue par quelques ouvrages de terre autour desquels règne un large fossé. Nous fûmes d'abord présentés à lui. Il s'entretint longtemps en secret avec le capitaine, et revenant ensuite à nous, il considéra, l'une après l'autre, toutes les filles qui étaient arrivées par le vaisseau. Elles étaient au nombre de 30, car nous en avions trouvé au Havre une autre bande qui s'était jointe à la nôtre. Le gouverneur, les ayant longtemps examinées,
fit appeler divers jeunes gens de la ville en languissant de l'attente d'une épouse. Il donna les plus jolis aux principaux et le reste fut tiré au sort. Il n'avait point encore parlé à Manon, mais lorsqu'il eut ordonné aux autres de se retirer, il nous fit demeurer, elle et moi. J'apprends du capitaine, nous dit-il, que vous êtes mariés, et qu'il vous a reconnu sur la route pour 2 personnes d'esprit et de mérite. Je n'entre point dans les raisons qui ont causé votre malheur, mais s'il est vrai que vous ayez autant de savoir-vivre que votre figure me le promet, je n'épargnerai rien pour adoucir votre sort, et vous contribuerez vous-même à me faire trouver quelque agrément dans ce lieu sauvage et désert. Je lui répondis de la manière que je crus la plus propre à confirmer l'idée qu'il avait de nous. Il donna quelques ordres pour nous faire préparer un logement dans la ville, et il nous retint à souper avec lui. Je lui trouvais beaucoup de politesse pour un chef de malheureux bannis. Il ne nous fit point de questions en public sur le fond de nos aventures. La conversation fut générale et malgré notre tristesse, nous nous efforçâmes, Manon et moi, de contribuer à la rendre agréable. Le soir, il nous fit conduire au logement qu'on nous avait préparé. Nous trouvâmes une misérable cabane, composée de planches et de boue, qui consistait en 2 ou 3 chambres de plein pied, avec un grenier au-dessus. Il y avait fait mettre 5 ou 6 chaises et quelques commodités nécessaires à la vie. Manon parut effrayée à la vue d'une si triste demeure. C'était pour moi qu'elle s'affligeait beaucoup plus que pour elle-même. Elle s'assit lorsque nous fûmes seuls, et elle se mit à pleurer amèrement. J'entrepris d'abord de la consoler, mais lorsqu'elle m'eut fait entendre que c'était moi seul qu'elle plaignait, et qu'elle ne considérait dans nos malheurs communs que ce que j'avais à souffrir, j'affectai de montrer assez de courage, et même assez de joie pour lui en inspirer. De quoi me plaindrais-je, lui dis-je, je possède tout ce que je désire. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Quel autre bonheur me suis-je jamais proposé? Laissons au ciel le soin de notre fortune. Je ne la trouve pas si désespérée. Le gouverneur est un homme civil. Il nous a marqué de la considération. Il ne permettra pas que nous manquions du nécessaire. Pour ce qui regarde la pauvreté de notre cabane et la grossièreté de nos meubles, vous avez pu remarquer qu'il y a peu de gens ici qui paraissent mieux logés et mieux meublés que nous. Et puis, tu es une chimiste admirable. Tu es une chimiste admirable, ajoutai-je en l'embrassant. Tu transformes tout en or. Vous serez donc la plus riche personne de l'univers, me répondit-elle, car s'il n'y eut jamais d'amour tel que le vôtre, il est impossible aussi d'être aimé plus tendrement que vous l'êtes. Je me rends justice, continua-t-elle. Je sens bien que je n'ai jamais mérité ce prodigieux attachement que vous avez pour moi. Je vous ai causé des chagrins que vous n'avez pu me pardonner sans une bonté extrême. J'ai été légère et volage, et même en vous aimant éperdument comme j'ai toujours fait, je n'étais qu'une ingrate. Mais vous ne sauriez croire combien je suis changé. Mes larmes, que vous avez vues couler si souvent depuis notre départ de France, n'ont pas eu une seule fois mes malheurs pour objet. J'ai cessé de les sentir aussitôt que vous avez commencé à les partager. Je n'ai pleuré que de tendresse et de compassion pour vous. Je ne me console point d'avoir pu vous chagriner un moment dans ma vie. Je ne cesse point de me reprocher mes inconstances et de m'attendrir en admirant de quoi l'amour vous a rendu capable pour une malheureuse qui n'en était pas digne et qui ne peignerait et qui ne paierait pas bien de tout son sang, ajouta-t-elle avec une abondance de larmes, la moitié des peines qu'elle vous a causées. Ses pleurs, son discours et le ton dont elle le prononça firent sur moi une impression si étonnante que je crus sentir une espèce de division dans mon âme. « Prends garde,
lui dis-je, prends garde, ma chère Manon, je n'ai point assez de force pour supporter des marques si vives de ton affection. Je ne suis point accoutumé à ces excès de joie. Oh Dieu, m'écriai-je, je ne vous demande plus rien. Je suis assuré du cœur de Manon. Il est tel que je l'ai souhaité pour être heureux. Je ne puis plus cesser de l'être à présent. Voilà ma félicité, bien établie. Elle l'est, reprit-elle, si vous la faites dépendre de moi, et je sais où je puis compter aussi de vous trouver toujours la mienne. Je me couchai avec ces charmantes idées qui changèrent ma cabane en un palais digne du premier roi du monde. L'Amérique me parut un lieu de délices après cela. C'est à la Nouvelle-Orléans qu'il faut venir, disais-je souvent à Manon, quand on veut goûter les vraies douceurs de l'amour. C'est ici qu'on s'aime sans intérêt, sans jalousie, sans inconstance. Nos compatriotes y viennent chercher de l'or. Ils ne s'imaginent pas que nous y avons trouvé des trésors bien plus estimables. Nous cultivâmes soigneusement l'amitié du gouverneur. Il eut la bonté, quelques semaines après notre arrivée, de me donner un petit emploi qui vint à vaquer dans le fort. Quoiqu'il ne fût pas bien distingué, je l'acceptais comme une faveur du ciel. Il me mettait en état de vivre sans être à la charge de personne. Je pris un valet pour moi et une servante pour Manon. Notre petite fortune s'arrangea. J'étais réglé dans ma conduite, Manon ne l'était pas moins. Nous ne laissions point échapper l'occasion de rendre service et de faire du bien à nos voisins. Cette disposition officieuse et la douceur de nos manières nous attirèrent la confiance et l'affection de toute la colonie. Nous fûmes en peu de temps si considérés que nous passions pour les premières personnes de la ville après le gouverneur. L'innocence de nos occupations et la tranquillité où nous étions continuellement servirent à nous faire rappeler insensiblement des idées de religion. Manon n'avait jamais été une fille impie. Je n'étais pas non plus de ces libertins outrés qui font gloire d'ajouter l'irréligion à la dépravation des mœurs. L'amour et la jeunesse avaient causé tous nos désordres. L'expérience commençait à nous tenir lieu d'âge. Elle fit sur nous le même effet que les années. Nos conversations, qui étaient toujours réfléchies, nous mirent insensiblement dans le goût d'un amour vertueux. Je fus le premier qui proposait ce changement à Manon. Je connaissais les principes de son cœur, elle était droite et naturelle dans tous ses sentiments, qualité qui dispose toujours à la vertu. Je lui fis comprendre qu'il manquait une chose à notre bonheur. C'est, lui dis-je, de le faire approuver du ciel. Nous avons l'âme trop belle et le cœur trop bien fait, l'un et l'autre, pour vivre volontairement dans l'oubli du devoir. Passe d'y avoir vécu en France, où il nous était également impossible de cesser de nous aimer et de nous satisfaire par une voie légitime, mais en Amérique, où nous ne dépendons que de nous-mêmes, où nous n'avons plus aménagé les lois arbitraires du rang et de la bienséance, où l'on nous croit même mariés. Qui empêche que nous ne le soyons bientôt effectivement, et que nous n'anoblissions notre amour par des serments que la religion autorise? Pour moi, ajoutai-je, je ne vous offre rien de nouveau en vous offrant mon cœur et ma main, mais je suis prêt à vous en renouveler le don au pied d'un autel. Il me parut que ce discours la pénétrait de joie. « Croiriez-vous, me répondit-elle, que j'y ai pensé 1000 fois depuis que nous sommes en Amérique. La crainte de vous déplaire m'a fait renfermer ce désir dans mon cœur. Je n'ai point la présomption d'espérer à la qualité de votre épouse. Ah, Manon, répliquai-je, tu serais bientôt celle d'un roi, si le ciel m'eût fait naître avec une telle couronne, ne balançons plus.
Nous n'avons nul obstacle à redouter. J'en veux parler dès aujourd'hui au gouverneur et lui avouer que nous l'avons trompé jusqu'à ce jour. Laissons craindre aux amants vulgaires, ajoutai-je, les chaînes indissolubles du mariage. Ils ne les craindraient pas s'ils étaient sûrs, comme nous, de porter toujours celle de l'amour. Je laissai Manon au comble de la joie après cette résolution. Je suis persuadé qu'il n'y a point d'honnête homme au monde qui n'eût approuvé mes vues dans les circonstances où j'étais, c'est-à-dire asservi fatalement à une passion que je ne pouvais vaincre et combattue par des remords que je ne devais point étouffer. Mais se trouve-t-il quelqu'un qui accuse mes plaintes d'injustice, si je gémis de la rigueur du ciel à rejeter un dessein que je n'avais formé que pour lui plaire? Hélas, que dis-je à le rejeter? Il l'a puni pour un crime. Il m'avait souffert avec patience, tandis que je marchais aveuglément dans la route du vice, et les plus rudes châtiments m'étaient réservés lorsque je recommençais à retourner à la vertu. Je crains de manquer de force pour achever le récit du plus funeste événement qui fut jamais. J'allai chez le gouverneur, comme j'en étais convenu avec Manon, pour le prier de consentir à la cérémonie de notre mariage. Je me serais bien gardé d'en parler à lui, ni à personne, si j'eusse pu me promettre que son aumônier, qui était alors le seul prêtre de la ville, m'eût rendu ce service sans sa participation. Mais, n'osant espérer qu'il voulût s'engager au silence, j'avais pris le parti d'agir ouvertement. Le gouverneur avait un neveu, nommé Synelé, qui lui était extrêmement cher. C'était un homme de 30 ans, brave, mais emporté et violent. Il n'était point marié, et la beauté de Manon l'avait touché dès le jour de notre arrivée, et les occasions sans nombre qu'il avait eues de la voir pendant 9 ou 10 mois avaient tellement enflammé sa passion qu'il se consumait en secret pour elle. Cependant, comme il était persuadé, avec son oncle et toute la ville, que j'étais réellement marié, il s'était rendu maître de son amour jusqu'au point de n'en laisser rien éclater. Son zèle s'était même déclaré pour moi dans plusieurs occasions de me rendre service. Je le trouvais avec son oncle lorsque j'arrivais au fort. Je n'avais nulle raison qui m'obligeât de lui faire un secret de mon dessein, de sorte que je ne lui fis point difficulté de m'expliquer en sa présence. Le gouverneur m'écouta avec sa bonté ordinaire. Je lui racontai une partie de mon histoire qu'il entendit avec plaisir, et lorsque je le priai d'assister à la cérémonie que je méditais, il eut la générosité de s'engager à faire toute la dépense de la fête. Et je me retirai fort content. 1 heure après, je vis entrer l'aumônier chez moi. Je m'imaginais qu'il venait me donner quelques instructions sur mon mariage. Mais, après m'avoir salué froidement, il me déclara en 2 mots que monsieur le gouverneur me défendait d'y penser et qu'il avait d'autres vues sur Manon. D'autres vues sur Manon? Lui dis-je avec un mortel saisissement de cœur. Et quelle vue donc, monsieur l'aumônier? Il me répondit que je n'ignorais pas que monsieur le gouverneur était le maître, que Manon, ayant été envoyé de France pour la colonie, c'était à lui de disposer d'elle, qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors parce qu'il la croyait mariée, mais qu'ayant appris de moi-même qu'elle ne l'était point, il jugeait à propos de la donner à monsieur Synelé, qui en était amoureux. Ma vivacité l'emporta sur ma prudence. J'ordonnai fièrement à l'aumônier de sortir de ma maison en jurant que le gouverneur
Sinlé et toute la ville semblent ensemble. Non, 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 non. Et voilà, non, je perds le fil, je perds le fil. Ma vivacité l'emportait sur ma prudence. J'ordonnais fièrement à l'aumônier de sortir de ma maison en jurant que le gouverneur, Sinlé et toute la ville ensemble n'oseraient porter la main sur ma femme, ou ma maîtresse, comme ils voudraient l'appeler. Je fis part aussitôt à Manon du funeste message que je venais de recevoir. Nous jugeâmes que Sinlé avait séduit l'esprit de son oncle depuis mon retour et que c'était l'effet de quelques desseins mérités depuis longtemps. Ils étaient les plus forts. Nous nous trouvions dans la Nouvelle-Orléans comme au milieu de la mer, c'est-à-dire séparés du reste du monde par des espaces immenses. Où fuir? Dans un pays inconnu, désert, ou habité par des bêtes féroces et par des sauvages aussi barbares qu'elles? J'étais estimé dans la ville, mais je ne pouvais espérer d'émouvoir assez le peuple en ma faveur pour en espérer un secours proportionné au mal. Il eût fallu de l'argent. J'étais pauvre. D'ailleurs, le succès d'une émotion populaire était incertain et si la fortune nous eût manqué, notre malheur serait devenu sans remède. Je roulais toutes ces pensées dans ma tête. J'en communiquais une partie à Manon. J'en formais de nouvelles sans écouter sa réponse. Je prenais un parti. Je le rejetais pour en prendre un autre. Je parlais seul. Je répondais tout haut à mes pensées. Enfin, j'étais dans une agitation que je ne saurais comparer à rien, parce qu'il n'en eut jamais d'égal. Manon avait les yeux sur moi. Elle jugeait par mon trouble de la grandeur du petit péril, et tremblant pour moi plus que pour elle-même, cette tendre fille n'osait pas même ouvrir la bouche pour m'exprimer ses craintes. Après une infinité de réflexions, je m'arrêtai à la résolution d'aller trouver le gouverneur, pour m'efforcer de le toucher par des considérations d'honneur et par le souvenir de mon respect et de son affection. Manon voulut s'opposer à ma sortie. Elle me disait, les larmes aux yeux, vous allez à la mort. Ils vont vous tuer. Je ne vous reverrai plus. Je veux mourir avant vous. Il fallut beaucoup d'efforts pour la persuader de la nécessité où j'étais de sortir et de celle qu'il y avait pour elle de demeurer au logis. Je lui promis qu'elle me reverrait dans un instant. Elle ignorait, et moi aussi, que c'était sur elle-même que devait tomber toute la colère du ciel et la rage de nos ennemis. Je me rendis au fort. Le gouverneur était avec son aumônier. Je m'abaissais pour le toucher, à des soumissions qui m'auraient fait mourir de honte si je les eusse faites pour toute autre cause. Je le pris par tous les motifs qui doivent faire une impression certaine sur un cœur qui n'est pas celui d'un tigre féroce et cruel. Ce barbare ne fit à mes plaintes que 2 réponses qu'il répéta 100 fois. Manon, me dit-il, dépendait de lui. Il avait donné sa parole à son neveu. J'étais résolu de me modérer jusqu'à l'extrémité. Je me contentais de lui dire que je le croyais trop de mes amis pour vouloir ma mort, à laquelle je consentirais plutôt qu'à la perte de ma maîtresse. Je fus trop persuadé en sortant que je n'avais rien à espérer de cet opiniâtre vieillard, qui se serait damné 1000 fois pour son neveu. Cependant, je persistais dans le dessein de conserver jusqu'à la fin un air de modération, résolu, si l'on en venait aux excès d'injustice, de donner à l'Amérique une des plus sanglantes et des plus horribles scènes que l'amour ait jamais produites. Je retournai chez moi en méditant sur ce projet lorsque le sort qui voulait hâter ma ruine me fit rencontrer Sinlé. Il lut dans mes yeux une partie de mes pensées. J'ai dit qu'il était brave. Il vint à moi. « Ne me cherchez-vous pas, me dit-il. Je connais que mes desseins vous offensent, et j'ai bien prévu qu'il faudrait se couper la gorge avec vous.
Allons voir qui sera le plus heureux. Je lui répondis qu'il avait raison et qu'il n'y avait que ma mort qui pût finir nos différends. Nous nous écartâmes d'une centaine de pas hors de la ville. Nos épées se croisèrent. Je le blessais et je le désarmais presque en même temps. Il fut si enragé de son malheur qu'il refusa de me demander la vie et de renoncer à Manon. J'avais peut-être le droit de lui ôter tout d'un coup l'un et l'autre, mais un sang généreux ne se dément jamais. Je lui jetai son épée. « Recommençons, lui dis-je, et songez que c'est 100 quartiers. » Il m'attaqua avec une furie inexprimable. Je dois confesser que je n'étais pas fort dans les armes, n'ayant eu que 3 mois de salle à Paris. L'amour conduisait mon épée. Sinelet ne laissa pas de me percer le bras d'outre en outre, mais je le pris sur le temps et je lui fournis un coup si vigoureux qu'il tomba à mes pieds sans mouvement. Malgré la joie que donne la victoire après un combat mortel, je réfléchis aussitôt sur les conséquences de cette mort. Il n'y avait pour moi ni grâce ni délai de supplice à espérer. Connaissant, comme je faisais, la passion du gouverneur pour son neveu, j'étais certain que sa mort ne serait pas différée d'une heure après la connaissance. J'étais certain que ma mort ne serait pas différée d'une heure après la connaissance de la sienne. Quelque pressante que fût cette crainte, elle n'était pas la plus forte cause de mon inquiétude. Manon, l'intérêt de Manon, son péril et la nécessité de la perdre me troublaient jusqu'à répandre de l'obscurité sur mes yeux et à m'empêcher de connaître le lieu où j'étais. Je regrettais le sort de Sinelet. Une prompte mort me semblait le seul remède à mes peines. Cependant, ce fut cette pensée même qui me fit rappeler vivement mes esprits et qui me rendit capable de prendre une résolution. « Quoi ? Je veux mourir, m'écriai-je, pour finir mes peines ? Il y en a donc que j'appréhende plus que la perte de ce que j'aime. Ah, souffrons jusqu'aux plus cruelles extrémités pour secourir ma maîtresse et remettons à mourir après les avoir souffertes inutilement. » Je repris le chemin de la ville. J'entrai chez moi, j'y trouvai Manon à demi morte de frayeur et d'inquiétude. Ma présence la ranima. Je ne pouvais lui déguiser le terrible accident qui venait de m'arriver. Elle tomba sans connaissance entre mes bras au récit de la mort de Sinelet et de ma blessure. J'employai plus d'1 quart d'heure à lui faire retrouver le sentiment. J'étais à demi-mort moi-même. Je ne voyais pas le moindre jour à sa sûreté ni à la mienne. « Manon, que ferons-nous » lui dis-je lorsqu'il eut repris un peu de force. « Hélas, qu'allons-nous faire ? Il faut nécessairement que je m'éloigne. Voulez-vous demeurer dans la ville ? Oui, demeurez-y. Vous pouvez encore y être heureuse. Et moi, je vais loin de vous chercher la mort parmi les sauvages ou entre les griffes de bêtes féroces. » Elle se leva malgré sa faiblesse. Elle me prit par la main pour me conduire vers la porte. « Fuyons ensemble, me dit-elle, ne perdons pas un instant. Le corps de Sinelet peut avoir été trouvé par hasard, et nous n'aurions pas le temps de nous éloigner. Mais chère Manon, repris-je tout éperdu, dites-moi donc où nous pouvons aller. Voyez-vous quelques ressources? Ne vaut-il pas mieux que vous tâchiez de vivre ici sans moi et que je porte volontairement ma tête au gouverneur ?» Cette proposition ne fit qu'augmenter son ardeur à partir. Il fallut la suivre. J'eus encore assez de présence d'esprit en sortant pour prendre quelques liqueurs fortes que j'avais dans ma chambre et toutes les provisions que je pus faire entrer dans mes poches. Nous dîmes à nos domestiques qui étaient dans la chambre voisine que nous partions pour la promenade du soir. Nous avions cette coutume tous les jours, et nous nous éloignâmes de la ville plus promptement que la délicatesse de Manon ne semblait le permettre.
Quoique je ne fusse pas sorti de mon irrésolution sur le lieu de notre retraite, je ne laissais pas d'avoir deux espérances, sans lesquelles j'aurais préféré la mort à l'incertitude de ce qui pouvait arriver à Manon. J'avais acquis assez de connaissances du pays, depuis près de 10 mois que j'étais en Amérique, pour ne pas ignorer de quelle manière on apprivoisait les sauvages. On pouvait se mettre entre leurs mains sans courir une mort certaine. J'avais même appris quelques mots de leur langue et quelques-unes de leurs coutumes dans les diverses occasions que j'avais eues de les voir. Avec cette triste ressource, j'en avais une autre du côté des Anglais, qui ont comme nous des établissements dans cette partie du Nouveau Monde. Mais j'étais effrayé de l'éloignement. Nous avions à traverser, jusqu'à leur colonie, de stériles campagnes de plusieurs journées de largeur et quelques montagnes si hautes et si escarpées que le chemin en paraissait difficile aux hommes les plus grossiers et les plus vigoureux. Je me flattais néanmoins que nous pourrions tirer parti de ces deux ressources, des sauvages pour aider à nous conduire et des Anglais pour nous recevoir dans leur établissement, dans leurs habitations. Nous marchâmes aussi longtemps que le courage de Manon put la soutenir, c'est-à-dire environ 2 lieues, car cette amante incomparable refusa constamment de s'arrêter plus tôt. Accablée enfin de lassitude, elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Il était déjà nuit. Nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine, sans avoir pu trouver un arbre pour nous mettre à couvert. Son premier soin fut de changer le linge de ma blessure qu'elle avait pensé elle-même avant notre départ. Je m'opposais en vain à ses volontés. J'aurais achevé de l'accabler mortellement si je lui eusse refusé la satisfaction de me croire à mon aise et sans danger avant que de penser à sa propre conservation. Je me mis durant quelques moments à ses désirs. Je reçus ses soins en silence et avec honte. Mais lorsqu'il eut satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas à son tour? Je me dépouillais de tous mes habits pour lui faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Je la fis consentir, malgré elle, à me voir employer à son usage tout ce que je pus imaginer de moins incommode. J'échauffais ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs. Je passais la nuit entière à veiller près d'elle et à prier le ciel de lui accorder un sommeil doux et paisible. Oh, Dieu, que mes vœux étaient vifs et sincères, et par quel rigoureux jugement aviez-vous résolu de ne les pas exaucer? Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais, quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans la fortune, et je ne répondis que par des tendres consolations de l'amour. Mais ces soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serment de ses mains, dans lesquelles elle continua de tenir les miennes, me firent connaître que la fin de ces malheurs approchait. N'exigez point de moi
que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point sans doute assez rigoureusement puni. Il voulut que j'aie traîné, depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je demeurai plus de 24 heures la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Mon dessein était d'y mourir. Mais je fis réflexion au commencement du second jour, que son corps serait exposé après mon trépas à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formai la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligé de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile d'ouvrir la terre dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser, mais j'en tirai moins de secours que de mes mains. J'ouvris une large fosse. J'y plaçai l'idole de mon cœur après avoir pris soin de l'envelopper de tous mes habits pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée 1000 fois, et avec toute l'ardeur du plus parfait amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérais longtemps. Je ne pouvais me résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir, et craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux avec le dessein de ne les ouvrir jamais, j'invoquai le secours du ciel et j'attendis la mort avec impatience. Ce qui vous paraîtra difficile à croire, c'est que pendant tout l'exercice de ce lugubre ministère, il ne sortit point une larme de mes yeux ni un soupir de ma bouche. La consternation profonde où j'étais et le dessein déterminé de mourir avaient coupé le cou à toutes les expressions du désespoir et de la douleur. Aussi, ne demeurai-je pas longtemps dans la posture où j'étais sur la fosse, sans perdre le peu de connaissances et de sentiments qui me restaient. Après ce que vous venez d'entendre, la conclusion de mon histoire est de si peu d'importance qu'elle ne mérite pas la peine que vous voulez bien prendre à l'écouter. Le corps de Sinley ayant été rapporté à la ville et ses plaies visitées avec soin, il se trouva non seulement qu'il n'était pas mort, mais qu'il n'avait pas même reçu de blessures dangereuses. Il apprit à son oncle de quelle manière les choses s'étaient passées entre nous, et sa générosité le porta sur le champ à publier les effets de la mienne. On me fit chercher, et mon absence avec Manon me fit soupçonner d'avoir pris le parti de la fuite. Il était trop tard pour envoyer sur mes traces, mais le lendemain et le jour suivant furent employés à me poursuivre. On me trouva, sans apparence de vie, sur la fosse de Manon, et ceux qui me découvrirent en cet état, me voyant presque nu et sanglant de ma blessure, ne doutèrent point que je n'eusse été volé
et assassinés. Ils me portèrent à la ville. Le mouvement du transport réveilla mes sens. Les soupirs que je poussais en ouvrant les yeux et en gémissant de me retrouver parmi les vivants firent connaître que j'étais encore en état de recevoir du secours. On m'en donna de trop heureux. Je ne laissais pas d'être renfermé dans une étroite prison. Mon procès fut instruit et, comme Manon ne paraissait point, on m'accusa de m'être défait d'elle par un mouvement de rage et de jalousie. Je racontais naturellement ma pitoyable aventure. Sinlé, malgré les transports de douleur où ce récit le jeta, eut la générosité de solliciter ma grâce. Il l'obtint. J'étais si faible qu'on fut obligé de me transporter de la prison dans mon lit, et où je fus retenu pendant 3 mois par une violente maladie. Ma haine pour la vie ne diminuait point, j'invoquais continuellement la mort, et je m'obstinais longtemps à rejeter tous les remèdes. Mais le ciel, après m'avoir puni avec tant de rigueur, avait dessein de me rendre utile mes malheurs et ses châtiments. Il m'éclaira de ces lumières qui me firent rappeler des idées dignes de ma naissance et de mon éducation. La tranquillité ayant commencé de renaître un peu dans mon âme, ce changement fut suivi de près par ma guérison. Je me livrai entièrement aux aspirations de l'honneur et je continuais de remplir mon petit emploi en attendant les vaisseaux de France qui vont une fois chaque année dans cette partie de l'Amérique. J'étais résolu de retourner dans ma patrie pour y réparer, par une vie sage et réglée, le scandale de ma conduite. Sinlé avait pris soin de faire transporter le corps de ma chère maîtresse dans un lieu honorable. Ce fut environ 6 semaines après mon rétablissement que, me promenant seul un jour sur le rivage, je vis arriver un vaisseau que les affaires du commerce amenaient à la Nouvelle-Orléans. J'étais attentif au débarquement de l'équipage. Je fus frappé d'une surprise extrême en reconnaissant Tiberge parmi ceux qui s'avançaient vers la ville. Ce fidèle ami me remit de loin, malgré les changements que la tristesse avait faits sur mon visage. Il m'apprit que l'unique motif de son voyage avait été le désir de me voir et de m'engager à retourner en France. Qu'ayant reçu la lettre que je lui avais écrite du Havre, il s'y était rendu en personne pour me porter les secours que je lui demandais, qu'il avait ressenti la plus vive douleur en apprenant mon départ, et qu'il serait parti sur le champ pour me suivre, s'il eût trouvé un vaisseau prêt à faire voile. Qu'il en avait cherché pendant plusieurs mois dans divers ports, et qu'en ayant enfin rencontré un à Saint-Malo, qui levait l'ancre pour la Martinique, il s'y était embarqué dans l'espérance de se procurer de là un passage facile à la Nouvelle-Orléans, que le vaisseau malouin, ayant été pris en chemin par des corsaires espagnols et conduit dans une de leurs îles, il s'était échappé avec adresse et qu'après diverses courses, il avait trouvé l'occasion du petit bâtiment qui venait d'arriver pour se rendre heureusement près de moi. Je ne pouvais marquer trop de reconnaissance pour un ami si généreux et si constant. Je le conduisis chez moi. Je le rendis le maître de tout ce que je possédais. Je lui appris tout ce qui m'était arrivé depuis mon départ de France, et pour lui causer une joie à laquelle il ne s'attendait pas, je lui déclarai que les semences de vertu qu'il avait jetées autrefois dans mon cœur commençaient à produire des fruits dont il allait être satisfait. Il me protesta qu'une si douce assurance le dédommageait de toutes les fatigues de son voyage. Nous avons passé 2 mois ensemble à la Nouvelle-Orléans pour attendre l'arrivée des vaisseaux de France, et nous étant enfin mis en mer, nous prîmes terre il y a 15 jours au Havre de Grâce. J'écrivis à ma famille en arrivant.
J'ai appris par la réponse de mon frère aîné la triste nouvelle de la mort de mon père, à laquelle je tremble avec trop de raison que mes égarements n'aient contribué. Le vent étant favorable pour Calais, je me suis embarqué aussitôt dans le dessein de me rendre à quelques lieues de cette ville, chez un gentilhomme de mes parents, où mon frère m'écrit qu'il doit attendre mon arrivée. Fin de la deuxième partie, et fin du livre. C'est fini. Bonne année, encore une fois. Non pas l'année prochaine, mais à très très bientôt. À très bientôt.